Bonsoir à tous, vous qui nous regardez. J'imagine qu'on est live maintenant étant donné qu'il est l'heure. Je m'appelle René Projean, je suis responsable communication pour Mercy Chips ici en Suisse et j'ai le plaisir d'être en présence de Caroline Castella qui a été bénévole plusieurs fois et depuis plusieurs années à bord du navire hôpital de Mercy Chips, ainsi qu'avec Jonathan Zilli qui a sur le terrain avant l'arrivée du navire dans différents pays, notamment le Sénégal, le Bénin. Il a rejoint les équipes qui préparent l'arrivée du navire sur le terrain et il nous en dira plus durant ce webinaire, cette vidéoconférence, comme m'a-t-on dit, on doit dire en français. Vous savez certainement si vous êtes là ce soir, Mercy Ships est une organisation humanitaire créée en Suisse il y a un peu plus de 40 ans maintenant. Mercy Ships utilise des navires hôpitaux pour aller apporter, principalement en Afrique de l'Ouest, des opérations chirurgicales ainsi que de la formation avancée pour les professionnels de la santé locaux. Cette soirée, vous aurez la possibilité de poser des questions. Vous devriez voir sur le côté de la vidéo un chat où vous pouvez écrire vos questions et en deuxième partie de soirée, on se fera un plaisir de répondre à toutes les questions qui seront posées. Donc n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions ou bien sûr au cours de la conférence en fonction. Encore une information, on aurait du plaisir à être en contact avec vous. Donc vous pouvez aussi déjà noter la date du 12 septembre pour nos portes ouvertes où nous organiserons une journée de portes ouvertes à Lausanne et on aurait beaucoup de plaisir à vous y accueillir. Avant de commencer de parler de la confiance, qui est le thème de cette soirée, nous vous proposons de regarder une petite vidéo et on se retrouve tout de suite après. À tout à l'heure. Place your trembling hand in my hand, lay your head on me. You don't have to say a word now, you can let it be. When no one saw you fall or heard your mockers call, where scars mark you unclean, let the light of day come in.
saluer les quelques personnes qui nous ont rejoints durant cette vidéo. Soyez les bienvenus ce soir pour cette vidéoconférence. Le thème qui va nous occuper ces prochaines quelques dizaines de minutes, c'est le thème de la confiance. Vous vous demandez peut-être pourquoi une organisation humanitaire se pose la question de la confiance. En fait, dans les temps que nous vivons avec la pandémie, la confiance est au cœur de nombreuses discussions. Et on a réalisé on s'est dit que peut-être pour vous, qui nous connaissez depuis plus ou moins longtemps, c'est aussi une question qui peut être intéressante de comprendre comment, par exemple, nous pouvons construire la confiance pour des patients qui n'ont jamais quitté leur village ou leur région rurale, pour des patients qui craignent déjà souvent de se rendre dans un hôpital. Comment engager la confiance aussi, engager ces patients à laisser leur vie dans les mains de chirurgiens, de médecins étrangers, de bénévoles qui viennent apporter en plus un grand navire pour les aider. Et puis également, de quelle manière nous essayons de construire une confiance qui permet une collaboration efficace, une collaboration constructive avec nos partenaires locaux. C'est cette dernière question que je vous propose d'entamer en premier avec toi, Jonathan. Tu as été engagé dans plusieurs pays pour la mission préparatoire de l'arrivée du navire. Donc, avant que le navire soit sur place, tu as rejoint des équipes qui s'occupent d'établir des contacts sur place et de préparer la mission. Comment est-ce qu'on fait pour acquérir la confiance des autorités sur place? Oui, merci. Je crois vraiment que ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que le navire est là pendant 10 mois pour apporter des soins aux personnes et en fait que notre mission commence bien avant ça, qu'elle s'intègre dans un cycle de 5 ans autour de la mission. Avant les 10 mois de service, il y a cette mission préparatoire, ces missions préparatoires auxquelles tu fais référence. Et après le service, on a environ pendant 2 ans du suivi avec les patients, avec les gens qu'on a formés, etc. Et finalement, une évaluation de notre impact. Et donc, pour ce qui est des missions préparatoires, le but vraiment, c'est de rencontrer les gens sur place, rencontrer les autorités, les futurs partenaires, les gens avec qui on va travailler. Et là, du sujet, on construit la confiance. On doit créer des relations, on doit bâtir des relations, vraiment s'assurer qu'elles soient renforcées. Et je pense peut-être que c'est ça l'aspect le plus important. Des fois, les gens pensent que préparer l'arrivée d'un navire, c'est uniquement des questions techniques. Par exemple, où est-ce qu'on va mettre le bateau, dans quels locaux est-ce qu'on va travailler, avec quel personnel. Pour moi, l'être humain et le facteur humain est vraiment au cœur de cette phase préparatoire. C'est là qu'il faut bâtir cette confiance. Peut-être un petit exemple, répondre à ta question, comment est-ce qu'on fait pour construire cette confiance? J'étais dans une mission en 2017 en Guinée. Et 2017, c'était 2 ans après la fin de l'épidémie d'Ebola dans la région. Et on était dans les tout premiers rapports avec ce gouvernement, avec ces autorités. Et très vite, ils ont partagé, ils ont fait preuve d'ouverture. J'étais vraiment touché, de sincérité, même de vulnérabilité, pour nous dire à quel point la crise les avait touchés, qu'ils avaient perdu des membres, des collègues, parfois des amis, et à quel point ils avaient besoin de soutien pour aller de l'avant. Et pour moi, je me dis, comment commencer une relation sur de meilleures bases vers les uns et les autres. Et ce qui était fantastique, c'est que depuis là, on a pu construire ensemble et aller de l'avant. Tu parles de construire ensemble. J'imagine que au sein des autorités, mais il y a des personnes dans le pays qui peuvent devenir ambassadrices de Mercy Ships. C'est quelque chose d'important. Est-ce que vous avez des personnes privilégiées qui peuvent ouvrir des portes? Absolument. En fait, je pense que quand il y a des barrières culturelles, avoir des personnes locales qui peuvent vraiment comprendre et, comme tu dis, devenir des ambassadeurs de qui nous sommes, ils connaissent nos valeurs, ils nous connaissent, ils ont confiance en nous et ils arrivent à le partager aux populations, aux locaux, d'une manière qui leur est propre. Ça, c'est vraiment exactement ce qu'on recherche. Et pour un exemple précis, le gouvernement nous avait donné un point focal, comme on appelle, un contact
pour vraiment nous guider au travers de toutes nos visites, de nouveau dans cette mission préparatoire. C'était un homme très discret du ministère des Affaires étrangères, timide et francophone. Malheureusement pour lui, la grande partie de notre équipe était anglophone, mais étant francophone, moi aussi, j'ai pu essayer de connecter tout le temps, manger avec lui, discuter, apprendre à le connaître, construire une relation au fond. Et ce que j'ai vu, c'est que plus tard, ça nous a vraiment aidé en fait. On s'est retrouvé dans des situations où, comme partout dans le monde, il y a des partenaires qui essayent de peut-être tirer avantage de ce qu'on va faire. Et en l'occurrence, c'était super de même pas devoir nous-mêmes, on ne fait pas comme ça, on marche droit, on n'a rien besoin de dire. C'est ce monsieur qui nous connaissait qui a pu dire merci Chip ne fonctionne pas comme ça. Ils n'ont pas ces valeurs, mais il l'a dit d'une manière culturellement appropriée. Et ça, c'est capital pour nous. Donc, c'est fantastique d'avoir ces relations. Magnifique. On parle de la confiance, bien sûr, les autorités, mais la confiance peut-être la plus importante qu'on doit construire, c'est avec les patients. Caroline, toi, tu as fait partie de Mission Préparatoire, mais tu as surtout et avant tout passé du temps durant la présence du navire dans le pays, dans différents pays, et tu as passé du temps avec les patients. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, effectivement, j'ai eu la chance de m'engager dans plusieurs pays, tout spécialement au Hope Center. Alors, rapidement, pour expliquer ce que le Hope Center est, la différence du navire, en fait, c'est l'extension de notre hôpital, mais à terre, en dehors du port. Sur le bateau, on a l'hôpital, qui est médicalisé, évidemment, il y a aussi les opérations. Et là, on a 8 ans de lit. Tandis que Hope Center, un bâtiment qu'on a récupéré et rénové en dehors du port, mais dans la ville où le navire se trouve, 200 lits où on peut accueillir des patients qui viennent de loin. Donc, c'est toujours des patients du pays où on se trouve, mais ils viennent de plus loin, de villages retirés. C'est des gens qui auraient dû voyager régulièrement plusieurs heures, plusieurs jours pour pouvoir recevoir des soins ou avoir les soins ambulatoires. Donc, comme ça, on leur offre un lieu de vie, ils sont nourris, logés et ils sont directement sur place. Donc, ils sont souvent, ils arrivent à Hope Center quelques jours, semaines avant leur opération. Ensuite, ils sont admis à bord du bateau et après leur opération, ils reviennent chez nous pour ce suivi de soins ambulatoires, rééducation, voire des mois avant de rentrer chez eux. D'accord. Donc, les patients passent beaucoup de temps pour certains dans ce Hope Center. Il y a également beaucoup de monde, près de 200 lits, donc ça fait beaucoup de patients qui peuvent être là en même temps, plus les bénévoles de Mercy Ships. Il y a besoin d'établir un climat de confiance, déjà bien sûr pour le patient, mais aussi pour le bon fonctionnement de ce centre. Comment on s'y prend pour construire la confiance et inspirer la confiance aux patients? Effectivement, la confiance est clé, surtout au Hope Center pour ces patients. Beaucoup d'entre eux viennent d'un milieu rural. Donc, il faut déjà s'imaginer, se mettre un peu dans le contexte. Ils ont peut-être quitté leur famille pour la première fois, la société qu'ils connaissaient pour la première fois. Ils ont fait un long voyage. C'est peut-être la première fois qu'ils voient une ville portuaire avec autant de monde. Donc, c'est vraiment un milieu complètement inconnu où ils arrivent. C'est peut-être pour certains aussi la première fois qu'ils font face à la société. Ils ont peut-être été mis de côté chez eux en raison de leur pathologie, vraiment mis à l'écart. Donc, ils doivent aussi faire face au regard, ce qui est très compliqué. Donc, quand ils arrivent au centre, nous, on veut vraiment les mettre en confiance. Et moi, les patients qui m'ont toujours le plus touchée, c'est pas forcément ceux qui sont plus expressifs, rigolos, à venir jouer avec nous, à venir raconter les dernières histoires qui sont passées au Hope Center, mais plutôt ceux qui vont se cacher, fuir le regard, baisser les yeux quand on va vers eux, parce que justement, ils ont plus l'habitude d'être vus comme un être humain, d'être quelqu'un qui compte dans la société. Donc, moi, c'était vraiment les patients vers qui j'allais le plus et que je prenais le plus de temps. Et suite à mes mon engagement sur le terrain, j'ai appris à quel point la salutation était importante. Donc, je m'étais un peu mis ce rituel matinal quand j'arrivais au travail de prendre 10-15 minutes pour vraiment faire le tour du Hope Center.
d'aller vers chaque patient, le saluer, lui donner une poignée de main, le regarder dans les yeux et lui dire voilà, bonjour, comment vous allez, vous avez passé une bonne nuit. Et les premiers jours, on pouvait vraiment voir le choc de certains de se dire waouh, j'ai l'habitude que les gens me passent devant, qu'ils ne me voient même pas, d'être juste un mur. Ici, ils s'arrêtent, ils prennent le temps de parler et de voir comment je vais. Donc là, c'est où la confiance débute. Parce qu'ils se disent voilà, elle m'a vu en tant que personne, en tant qu'être humain, et non pas non plus simplement comme un numéro, un patient numéro XY. Et là, ils vont faire un pas vers nous, et c'est clé parce que une opération peut bien se dérouler, mais si un patient part au bloc opératoire confiant et qui sait qu'il peut faire confiance aux bénévoles qui sont, l'opération va être beaucoup plus réussite, sans stress, que s'il part complètement stressé. Exactement, je comprends ce que tu dis. Est-ce que peut-être, avec tous les patients que tu as rencontrés, est-ce qu'il y en a un ou une qui te revient là où tu te dis ce patient, j'ai vraiment vu comment il a pris confiance en Mercy Chips, en vous, les bénévoles qui étiez sur place, dans toute la situation. Est-ce qu'il y a une histoire qui te vient comme ça? Oui, il y a une patiente tout particulièrement qui me vient à l'esprit, c'est Elisabeth. Une patiente d'une vingtaine d'années, c'était au Bénin. Elle était accompagnée de son papa, qui était le garde malade. Et je pense qu'elle m'a tous touchée, premièrement parce que le Bénin était ma première mission, et ensuite, c'était une mission, donc aussi dans les premiers patients qui arrivaient au centre. Une pathologie très visible, elle avait une grosse tumeur au visage, donc on ne pouvait pas louper la raison pour laquelle elle était là, et on a beau se préparer en regardant des vidéos, des images, une fois que la patiente est devant vous, voilà, là c'est plus concret, plus difficile. Et ce qui m'avait beaucoup ému, c'est qu'elle était vraiment très timide. Elle évitait les gens, elle se cachait dans les dortoirs pour manger. Elle avait vraiment peur d'être dans la société. Son papa a joué un énorme rôle parce que c'était un peu son gardien. Et c'est parce que je pense qu'elle avait aussi eu beaucoup de mauvaises aventures dans son village où elle avait été mise de côté et pointée du doigt comme une malédiction ou une menace pour la santé des autres, souvent parce qu'ils ne connaissent pas forcément ce qu'elle a, donc c'est une peur générale. Et moi, j'ai vraiment pris à cœur de créer une confiance avec elle, mais tout premièrement avec son papa, puisque c'était lui qui la protégeait, qui m'a aidé après à ce qu'elle gagne confiance en nous. Et c'était par des petites activités de lui dire de venir manger avec les autres. Hope Center, c'est un peu où les patients voilà, ils ont un peu peur quand ils arrivent, évidemment, tout est nouveau, mais après ils peuvent se rendre compte que chaque patient a une pathologie. On a tous quelque chose de différent, mais ils sont quand même accueillis. Donc c'était vraiment beau de voir cette différence, de manger avec elle chaque jour, de l'avoir cette amie. Le plus grand changement, c'est toujours quand ils reviennent du bateau, quand ils ont été opérés. Évidemment, il n'y a plus la tumeur, donc visiblement, il y a quelque chose qui a changé. Mais ce qui me touche énormément, tout le parcours du début jusqu'à la fin, pour leur estime de soi, leur confiance qu'ils ont en eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est le plus beau. Oui, ils ont fait confiance à une organisation, ils sont occupés d'eux, mais eux ont fait un incroyable parcours et pourront partir chez eux complètement transformés. Et en plus de ça, être un témoignage pour ceux qui attendent leur opération et qui voient d'autres revenir avec leur vie transformée. Oui, et ça, c'est aussi quelque chose de très beau à voir au tout début d'une mission. Il y a les premiers patients qui reviennent de l'hôpital, qui reviennent au Hope Center, et il y a tous les autres qui sont encore en attente, qui vont avoir l'opération dans quelques semaines, de voir voilà, une Elisabeth sans tumeur, ou un enfant avec les pieds de nouveau droits et plus arqués. Donc ça, c'est très beau. Il y a un bon moment de célébration. Tu disais que Elisabeth était une jeune patiente au Bénin. Le Bénin est un pays, entre autres, francophone. Est-ce que pour toi, c'est un avantage dans la relation avec elle et dans la possibilité de construire et d'établir cette confiance? Oui, alors, très clairement. À bord, entre bénévoles, une bonne majorité des bénévoles parlent anglais.
Donc, moi, j'ai eu un peu à cœur de plus me rapprocher des adultes, des gardes malades ou des mamans, puisque je pouvais communiquer en français avec eux directement sans traducteur, et tout spécialement les mamans, parce que souvent elles sont là pas parce qu'elles ont un problème de santé avec leurs enfants, comme garde malade, et on voit que certaines d'entre elles ont principalement un statut de maman de X, Y, de l'enfant, et elles n'ont peut-être pas été scolarisées, donc elles ont très peu de confiance en elles. Donc moi, je mettais sur pied des activités créatives pour faire avec elles. Et durant ces activités, comment elles se rendaient compte que voilà, je suis capable de faire quelque chose, de gagner confiance en elles, c'était magnifique. Et aussi de pouvoir s'épanouir en tant que femme, et pas juste accompagnante de l'enfant. Mais moi, ce qui me touche le plus chez ces mamans, c'est qu'il faut énormément de confiance pour venir et donner son enfant à des inconnus pour l'opération. Donc, c'est là où la confiance est la base de tout. Magnifique. Merci pour ces témoignages. J'espère que vous êtes encore avec nous. J'espère que ce qu'on dit vous intéresse. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. Donc, la section qui est juste à côté de Léo, vous pouvez les poser par écrit et dans un deuxième temps, nous répondrons à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser les questions qui vous viennent alors que nous continuons. On a parlé de confiance avec les autorités, on a parlé de la confiance que nous construisons avec les patients. Mais Jonathan, toi qui as rejoint la mission de préparation, la mission préparatoire au Sénégal, Mercy Ships n'était pas retourné depuis 25 ans. Donc c'était le navire, il retournait en 2019. Et depuis, si mes informations sont bonnes, si ma mémoire est bonne, depuis 1994. Donc ça faisait longtemps. Comment on construit la confiance avec la population, avec la société civile, avec finalement l'ensemble de ceux que nous voulons aussi rejoindre sur place. Oui, absolument. Et peut-être là, je vais rebondir sur quelque chose que Caroline a dit, et merci pour ces beaux témoignages. Et notamment, tu as fait référence au fait qu'il y a des patients qui viennent du monde rural. Et c'est vrai que ça, il faut vraiment le réaliser, qu'il y a peut-être des parties du pays dans lesquelles les autorités et le gouvernement ont un peu moins d'influence, peut-être qu'une autorité religieuse ou une autorité villageoise. Et pour nous, c'est vraiment important de rencontrer et de convaincre tous les segments de la société. Donc dans ce cas, on va rencontrer des représentants de communautés religieuses, etc. Et vraiment par rapport à ça, pour te donner un exemple, on avait cette rencontre avec différents membres d'une communauté religieuse et de plusieurs communautés religieuses. Et typiquement, je dois reconnaître que c'était pas facile. Pourquoi? Parce que chacun a sa communauté différente, ses visions différentes. Et nous, on essaie de venir, de dire, allez, il faut venir ensemble pour apporter des soins, etc. Et le message passait difficilement. Jusqu'au moment où un homme qui était là, un responsable de sa communauté, s'est levé, il a pris la parole et nous a dit, vous savez quoi, j'étais un de vos patients il y a 25 ans. Et ce monsieur, il a pu témoigner de son expérience personnelle. Il a pu dire, à Mercy Ship, j'ai témoigné que chaque personne était soignée, indépendamment de sa religion, indépendamment de ses croyances. Et il a encouragé ses pairs à venir ensemble pour que les Sénégalais aient accès aux soins de santé, et non pas par groupe religieux, etc. Donc pour moi, c'est ça, c'est la confiance durable. Même 25 ans plus tard, le fruit était toujours là de ce qui avait été fait et de cette confiance qui avait été construite avec ces gens. Quelque chose de durable. Une chose que je trouve vraiment intéressante dans sur les missions préparatoires, c'est l'importance que peuvent prendre les personnes du pays dans lequel nous voulons nous rendre, dans finalement la préparation, dans l'ouverture de portes, dans la mise en place de la confiance. Tout à fait. Est-ce que, Caroline, une fois que le navire est sur place, que finalement tous les bénévoles, tout le monde est là et tout le travail commence, est-ce qu'on continue de travailler avec des personnes du pays? Oui, alors, de toute façon, sinon notre mission ne serait pas possible. Donc il y a, comme tu l'as dit, toute la préparation
à différents niveaux, mais on a aussi des bénévoles qui sont là sur les 10 mois, qui sont engagés pour 10 mois, et on les nomme les day crew. À Mastership, ça veut seulement dire les membres de l'équipage de la journée, et c'est des locaux. Donc, par exemple, si on est au Sénégal, ce sera des Sénégalais, Sénégalaises qui vont être engagés et qui vont nous aider pendant les 10 mois. Et ils sont clés. Pourquoi? Il y en a combien? C'est quoi? De 20 personnes? Non, on parle de 200, 250 personnes. Donc, c'est une masse. D'accord. Donc, en plus des 400, 450 bénévoles qui viennent du monde entier, il y a encore ces 200, voilà. Plus de 200 locaux qui travaillent avec. Exactement. Voilà. Et comme je disais, nos missions serait vraiment pas possible parce qu'ils nous aident à différents niveaux dans différents départements. Alors, au Hope Center, bien sûr, on en a environ 30, mais le reste se trouve à bord et ils aident, par exemple, à la cuisine, à l'entretien, que ce soit au salle des machines, à l'hôpital directement. Donc, ils nous aident énormément manuellement, mais aussi, et là, c'est clé dans la traduction. Comme tu l'as dit, on est souvent dans des pays francophones, mais aussi anglophones. Mais beaucoup de nos patients ne parlent aucune de ces langues. Ils viennent du bureau retiré ou tout simplement parlent simplement que leur dialecte du village. Et là, les décrous sont clés pour créer et renforcer cette confiance que les patients vont nous offrir. Alors, je parlais de la langue, mais pas seulement. Il y a aussi tout ce côté culturel. Beaucoup de bénévoles, ça fait plusieurs fois qu'ils s'engagent à bord. On apprend à chaque mission à pas faire les faux pas culturels, mais on n'est pas au courant de tout et chaque pays est différent. On a progressé dans l'Afrique, chaque pays a ses traditions. Donc les décrous nous permettent d'éviter des faux pas. Aussi, on en fait, de nous expliquer ou d'expliquer aux patients le quoi, comment. Il y a des différences, mais ce qui est aussi important, c'est que le patient peut se reconnaître à travers un décrou parce qu'ils vont les voir comme leurs frères, leurs sœurs du pays. Comme Jonathan disait, on collabore avec le gouvernement informe de l'arrivée du navire, les patients ont déjà entendu parler du bateau. Quand c'est quelqu'un en qui ils peuvent s'identifier, ils arriveront beaucoup plus vite à avoir confiance. Donc ça, c'est vraiment clé. Et ça, c'est quelque chose de très banal. Nous, on ne pense pas qu'on doit expliquer aux patients. Par exemple, il y a un ascenseur sur le bateau. Nous, on est né avec des ascenseurs, donc on n'a pas besoin d'expliquer. Mais un patient va peut-être être terrorisé à l'idée de monter dans l'ascenseur. Et le décrou, lui, va pouvoir se rendre compte de ça plus facilement que nous. Et expliquer ça aux patients et renforcer cette confiance. Et ce que je trouve très très beau dans ce que tu dis, c'est cet aspect coutumier, local, tous ces concepts de tous ces gens. Toi, tu parlais notamment des interprètes. Moi, j'ai eu pas mal d'histoires avec des chauffeurs peut-être et autres. Et ce qui m'a frappé, c'est vraiment l'importance de ces conseils. L'importance en fait de passer du temps avec eux, de discuter avec eux. Ça peut être boire le thé, ça peut être manger, etc. Mais dans des petits moments, comme ça a été dit tout au long de cette discussion, on apprend à connaître les gens, on discute, on crée quelque chose. Mais ensuite, il y a une sorte de rapport qui se crée où ils osent nous donner un petit conseil, une petite façon de faire quelque chose. Et j'ai souvent remarqué dans les équipes que ceux qui prennent le temps d'investir dans les gens ont toujours vu que ça portait du fruit. Moi, ce que j'ai vraiment senti, c'est cet aspect où, en fait, au final, beaucoup qui restent bloqués sur leur horaire, bloqués sur leur petit objectif, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire, des fois vont rester bloqués dans les embouteillages, où ils vont arriver à un niveau où malheureusement il n'y a personne. Pourquoi il n'y a personne? Parce que c'était l'heure de la prière. Et pour tous ces petits conseils, c'est génial et important d'écouter les gens qui sont là. Et donc vraiment quelque chose qui se construit, investir dans les gens. Je comprends. Un élément qu'on n'a pas encore abordé, c'est en fait la confiance qu'il faut pour avec Mastership, en particulier la première fois qu'on décide de devenir bénévole, de partir en Afrique. Ça demande, j'imagine, pas mal de confiance. Comment ça s'est passé pour toi, Caroline? Alors, personnellement, avant de partir
dire, j'avais jamais entendu parler de Mercy Shift, j'avais vu un reportage, c'est là où j'ai commencé à être intéressée. Et je partais un peu vers l'inconnu total, puisque j'avais jamais fait de séjour humanitaire, je m'étais jamais rendue en Afrique, donc on a chacun un peu son bagage d'idées qu'on porte, ce qu'on a vu dans les médias, des peurs qui sont transmises par l'entourage, etc. Personnellement, moi, ce qui a fait la différence, c'est le fait que je me suis rendue à Lausanne, et là j'ai pu directement rencontrer d'anciens bénévoles, partager avec eux mes peurs, mes questions, et eux ont pu vraiment me montrer son mouvement, cette motivation et cette joie dans ce qu'ils avaient fait à bord. Ça a été clé. Après, je pense qu'il faut, voilà, c'est comme tout dans la vie, quand on fait des grands changements, il y a une peur et il faut simplement faire confiance à ce qu'on pense être juste et puis se lancer. Et personnellement, je ne me regrette pas et je vais jamais le regretter, je vais continuer à retourner à bord. Faire le premier pas. J'ai pas l'expérience du terrain que vous deux vous avez, mais j'ai eu l'occasion de passer quelques jours à bord du navire quand il était au Cameroun il y a 2 ans, et une phrase qui m'a vite mis en confiance, que beaucoup m'ont dit sur place quand on prend le taxi, quand on est en ville ou comme ça, c'est « on est ensemble ». Est-ce que cette phrase, vous l'entendez souvent sur le terrain? Je crois que c'est pas que au Cameroun, c'est dans d'autres pays aussi. Voilà, est-ce que cette phrase vous parle? Ouais, je crois que toi, tu as eu cette expérience au Cameroun. Pour moi, c'était plutôt le Sénégal. Et c'est vraiment exactement ce que tu dis. Ça peut être un chauffeur, ça peut être quelqu'un qu'on rencontre dans la rue, ça peut être quelqu'un du ministère. Et je crois que l'idée vraiment derrière, c'est ce côté collaboration. C'est vraiment travailler ensemble, on est en collaboration. Et peu importe les défis, s'il y a des défis, c'est pas grave. On est ensemble, on va trouver une solution. Même des fois, quand il y a des tensions, c'est ça que j'ai apprécié. Il peut y avoir des tensions et tout, mais plutôt que partir et directement, voilà, créer un peu d'hostilité, c'est hey, on est ensemble. Et je trouve ça fort. Et peut-être ce qui était beau pour moi, c'était ce côté où, des fois, on a une vision où l'ONG va venir apporter quelque chose dans un pays. La grande ONG vient imprégner de ces bonnes valeurs à un pays, etc. Et là, en l'occurrence, c'était nous de cette équipe, nous de cette ONG, trouvions quelque chose de local qui nous a touchés. Parce que quand j'ai revu certains de ces collègues de cette équipe ailleurs dans le monde, on se disait, hey, on est ensemble, on va y arriver. Ça nous avait marqué, nous aussi. Pareillement au Cameroun, où ils le disent souvent quand, voilà, à la fin d'une conversation, avant que les personnes se séparent, ce on est ensemble qui signifie vraiment, voilà, on va se séparer physiquement, on a d'autres activités durant la journée, mais malgré ça, on reste ensemble. Et c'est très fort et très significatif, surtout quand le navire finit la mission et qu'on part. On ne sait pas dans combien d'années on va revenir dans le pays, mais peu importe, on a fait un bout de chemin ensemble et on reste ensemble. Donc c'est très significatif. Merci beaucoup. Vous qui nous regardez, j'aimerais vous dire que la confiance, on veut aussi la construire avec vous. On serait reconnaissant si vous pouvez nous donner un petit feedback. Vous recevrez un email avec un lien, un petit formulaire où vous avez la possibilité de nous dire ce que vous pensez de cette soirée, de cette vidéo. On se réjouit de lire vos retours et peut-être vos remarques constructives pour qu'on puisse améliorer ça à l'avenir. Mais surtout, la confiance avec vous, on aimerait pouvoir vous rencontrer, et je l'ai déjà mentionné tout au début, le 12 septembre, nous avons une journée porte ouverte ici à Lausanne. Caroline nous disait justement que l'occasion pour elle, cette journée porte ouverte, de rencontrer d'anciens bénévoles, d'être un peu rassurée quant à ce que ça veut dire de s'engager à bord du navire hôpital. Donc, si vous pour un engagement bénévole ou même simplement parce que vous avez envie de soutenir l'organisation et de faire partie de nos partenaires, eh bien, venez nous rencontrer le 12 septembre. Ce serait vraiment voilà, ça nous ferait vraiment plaisir de vous rencontrer. Vrai et pas seulement en vidéo. Nous allons passer au temps de questions et puis je regarde mon écran. On me dit qu'il y a quelques questions qui sont arrivées. J'en profite pour remercier 2 personnes que vous ne voyez pas, mais qui sont vraiment importantes pour le bon déroulement de cette soirée. C'est Véronique, qui est juste derrière la caméra, qui s'assure que tout fonctionne bien.
Elle vous fait coucou, vous ne voyez pas du tout. Et Simona, qui s'occupe du chat, qui est là pour voilà, gérer vos questions, me les transmettre aussi, répondre peut-être à quelques questions. Donc je remercie Véronique et Simona pour leur engagement, pour le bon fonctionnement de cette soirée. La première question que nous avons reçue de Dominique, elle est par rapport au Hope Center. Caroline qui peut nous répondre à ce sujet-là. Dominique nous demande comment les enfants qui sont au Hope Center s'occupent, parce que s'ils doivent rester plusieurs semaines comme ça, c'est long. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter que les enfants s'ennuient? Alors, je dirais que les enfants, c'est pas souvent ceux qui s'ennuient le plus vite parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, il y a régulièrement des bénévoles du navire qui se rendent au Hope Center pour passer du temps avec les patients. Et souvent, comme je disais, il y a cette barrière de langue et les bénévoles vont plus facilement aller jouer avec les enfants. À part ça, il y a des activités qui sont régulièrement organisées. On a aussi, pour les Mercy Ministries, c'est une sorte de programme d'activité à l'extérieur du bateau où les bénévoles à bord du navire peuvent s'inscrire et peuvent aller visiter des orphelinats, etc. en dehors, principalement pour être en contact avec des locaux. Et une de ces activités se trouve au Hope Center. Et après, il y a des chants, des histoires qui sont racontées et des moments créatifs, des dessins, etc. Après, nous, en tant que Hope Center facilitateur, on fait aussi quelques activités avec les patients. Et comme je disais, on a environ 30-40 d'époux qui s'occupent de la propreté du Hope Center et eux ont aussi la responsabilité d'organiser des activités. Et ça dépend toujours un peu du pays. Par exemple, au Bénin, il y avait un peu des tournois de foot ou la pétanque aussi. Au Sénégal, c'était plus le foot, le basket. Donc après, c'est aussi d'après les cultures du pays où les activités sont modifiées. Une question en lien avec ça. Marie nous demande s'il y a une formation scolaire pour les petits patients durant leur temps. Est-ce qu'il y a un programme à ce niveau-là? Non, alors il n'y a pas de programme au Hope Center. La plupart des enfants qui viennent se faire traiter, bon, certains, il faut savoir qu'ils sont plus scolarisés, surtout si leur pathologie est trop visible, ils ont été rejetés ou ils ne veulent plus aller à l'école. Donc, c'est aussi un bel apprentissage qu'il peut avoir au Hope Center de réappartenir de nouveau à une société, d'avoir de nouveau des amis qui ne les regardent pas ou qui ne les prennent pas du tout à cause de leurs différences. Mais non, malheureusement, on ne fait pas de scolarisation au Hope Center. Et je pense que ce serait assez compliqué avec tous les différents dialectes, langues, etc. Peut-être quelque chose qu'on peut ajouter là-dessus, c'est vraiment cette idée qu'il y a un programme scolaire. Par contre, pour les familles des bénévoles qui sont à bord, Oui. pour eux, qui vont rester peut-être sur le long terme, qui ont des enfants, il y aura un programme scolaire à bord, il y a une académie avec tout un programme qui couvre beaucoup d'années. Et donc, c'est possible de servir à bord en tant que famille de ses enfants. Exactement. Toute la scolarité obligatoire est assurée pour les enfants des familles bénévoles, donc ceux qui sont engagés à long terme. Et c'est vrai, c'est une question parce que Mercy Ships recherche des enseignants régulièrement et on nous demande justement si c'est pour s'occuper des patients ou des enfants de bénévoles. Donc, l'école, elle est là pour les enfants de bénévoles. Par contre, pour les patients, une chose qui me touche, et dans beaucoup d'histoires de patients, c'est quelque chose qu'on voit, c'est que, comme tu l'as dit, ils n'ont plus été scolarisés, ils n'ont plus eu cette possibilité d'aller à l'école parce que marcher pouvait être difficile, parce qu'ils étaient peut-être rejetés, ils n'osaient même plus montrer leur visage ou se montrer à l'école. Et la formation que peut donner Mercy Ships, elle peut permettre à ces enfants de retourner à l'école. Et je crois que ça, c'est quelque chose, en tout cas moi, qui me touche beaucoup, de me dire, même si Mercy Ships n'a pas de formation pour les enfants, c'est pas dans notre travail, mais par contre, on donne cette possibilité de retourner à l'école pour chaque enfant qui n'avait plus la possibilité. Nous avons une question de Jean-Marc qui demande si les bénévoles qui ne font pas partie du personnel du Hope Center ou du personnel soignant ont la possibilité de rencontrer les patients soit à bord du navire, soit au Hope Center.
On a les trois été à bord, je ne sais pas qui veut répondre. Ouais, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. C'est vrai que quand on est là, même pour des visites courtes à bord du navire, c'est vraiment magnifique de pouvoir aller soit au Hope Center, ces activités, on va peut-être faire des chants, des danses avec tous ceux qui sont là. C'est des moments fantastiques, on rencontre des patients. Sinon, il y a une autre option, c'est il y a un deck spécialisé sur le navire lui-même. On peut aller rencontrer les patients à ce moment, c'est un peu leur aire de repos où ils prennent du temps. Beaucoup de gens, des bénévoles qui ne seraient pas au Hope Center directement, peuvent aller rencontrer les patients, jouer avec, passer du temps. Et c'est comme une sorte de mini Hope Center à ce niveau-là, on pourrait dire. Donc c'est tout à fait possible. Effectivement. Et après, il y a encore l'option de rendre visite aux patients directement à l'hôpital, dans les chambres. Alors, des fois, les bénévoles sont un peu intimidés les premiers soirs où ils descendent à l'hôpital parce qu'il faut s'imaginer que c'est une grande chambre avec plusieurs patients, ils sont tout contents de voir arriver les bénévoles, donc tout le monde les regarde. Il y a toujours la barrière de la langue pour certains, mais il faut penser qu'il y a des décrous qui sont là pour vous aider. Et une fois qu'on franchit un peu cette peur d'être connu, après il y a de magnifiques rencontres et amitiés qui se forment. Moi personnellement, je suis toujours en contact avec de nombreux patients, que ce soit au Bénin, au Sénégal ou au Cameroun, et c'est toujours un plaisir de savoir comment ils vont. Donc c'est des moments vraiment précieux, et c'est un peu la crainte des bénévoles non médicaux qu'ils ont de ne pas avoir de contact avec les patients. Mais ça, c'est un peu le bénévole lui-même qui doit un peu sortir de sa zone de confort. Il y a vraiment la possibilité de nombreuses activités, comme il a dit, que ce soit au moment du jeu, à l'étage 7, ou que ce soit à l'hôpital ou au Hope Center, mais aussi d'autres moments. Il y a les dimanches, un service qui est organisé, où on peut aussi aller. Il y a les célébrations où les femmes qui ont été opérées reçoivent des nouveaux habits, donc ça on peut aussi participer. Il y a vraiment de nombreuses activités. Il y a aussi des activités en dehors du Hope Center, dans des orphelinats, ou selon le pays, voilà, selon les possibilités et les partenariats qu'on construit sur place avec, par exemple, des organisations qui sont sur place. Voilà, je sais qu'il y a cette possibilité d'aller passer quelques heures ou même aider dans un orphelinat, rencontrer des enfants orphelins. Donc, selon le pays, selon la mission, il y a vraiment un nombre assez important pour tous les bénévoles de possibilités de rencontrer les patients. Je pense que c'est quelque chose d'important, cette relation qui peut s'établir. Et puis, c'est aussi, à mon avis, quelque chose d'important pour les patients, rencontrer uniquement des infirmières et des chirurgiens, parce que peut-être que voilà, les personnes ont blouse blanche, ont blouse bleue à bord, c'est pas forcément ce qui rassure le plus, mais de pouvoir rencontrer d'autres bénévoles, je crois que c'est un atout aussi pour nos patients. Avant de passer à la question suivante, je vous invite à remplir le petit sondage qui est juste à côté du chat. On aimerait apprendre à vous connaître, savoir qui regarde un peu, peut-être dans quel corps de métier vous travaillez, par exemple. Donc, ça nous intéresse d'apprendre à vous connaître. Merci de répondre à ce petit sondage. Et la question suivante est de Jean-Marc, toujours, qui demande si Mercy Ships crée un Hope Center dans chaque pays où on va servir. Alors, ça n'a pas été le cas depuis que Mercy Ships a débuté l'émission, mais c'est le cas actuellement. Principalement, ça nous aide à offrir des soins à des patients qui sont éloignés de la ville portuaire. Donc, oui, à chaque mission, un bâtiment est choisi, mis à notre disposition. C'est vraiment un travail qui est fait justement durant la préparation, des années, un an avant, où on rénove tout le bâtiment, on l'utilise pendant 10 mois, et après, le gouvernement, souvent c'est un bâtiment qui est à côté d'un hôpital ou d'une maternité, et comme ça, la maternité ou l'hôpital peut s'agrandir une fois par mois. Donc, effectivement, le Hope Center est clé pour aussi pouvoir atteindre et soigner beaucoup plus de patients, parce que sinon nos 8 ans de lit à bord seraient très vite remplis,
Et certains patients, il faut vraiment s'imaginer, voilà, pour une opération de cataracte, ils ne passent même pas une nuit, mais certains enfants qui ont les jambes marquées, qui ont des soucis orthopédiques, ils vont passer plusieurs jours, voire semaines à bord, et après, c'est des mois de rééducation. Donc, ça peut être 3-4 mois où ils sont au Hope Center, et au Hope Center, ils bloqueraient, en guillemets, un lit médicalisé, quand on peut, en fait, aussi opérer d'autres personnes pendant ce temps. Ce qu'on peut ajouter aussi comme question, je crois que quelque chose qui est très touchant, en fait, c'est quand on retourne dans ces missions d'évaluation après la mission dont je vous ai parlé avant, c'est retourner dans le pays. Le Center est toujours utilisé par le ministère de la Santé, donc ce bâtiment qui a été rénové, on peut en trouver parfois des photos sur le site internet ou dans nos vidéos de comment on a fait de la rénovation d'infrastructures, et c'est de voir quand on retourne pour ces missions après coup, qu'est-ce qui est devenu avec ces bâtiments, qu'est-ce qu'on en fait, comment ça continue de fonctionner. Et des fois, quand on peut partager ces photos, ces expériences avec ceux qui ont travaillé 2 ans, 3 ans plus tôt, c'est toujours un bon moment, qui rappelle des souvenirs, mais aussi qui réjouit pour montrer que ça continue d'être utilisé, que la mission, même lorsque le navire n'est plus là. Effectivement, et aussi pour ajouter, donc on a le navire qui est au port, où on a pratiquement tout à bord, mais c'est tellement clé d'avoir ces différents services dans la ville. On a parlé du Hope Center, mais on a aussi la clinique dentaire qui est en dehors du bateau. Et ça permet, bon, évidemment, de soigner encore plus de personnes, mais aussi de créer un lien avec les locaux. Oui. Souvent, on est passé à côté d'un marché ou de petits commerces, on commence à être amis. Donc, c'est aussi des témoignages directs que les gens autour de ces petites cliniques ont chaque jour de patients, qui permettent aussi à nous de lancer un appel encore plus grand pour les prochaines années où on viendra dans le pays. Ouais. Une chose que je peux rajouter peut-être que je trouve passionnante, c'est qu'avec certains de ces endroits, je pense par exemple à une clinique dentaire en Guinée, où aujourd'hui encore nous avons du contact avec l'équipe qui gère cette clinique dentaire, que nous avions rénovée, que nous avions utilisée durant notre mission, mais aujourd'hui, même que nous ne sommes plus dans le pays, nous continuons à offrir de la formation à distance, on le voit ce soir avec la pandémie, on s'adapte tous, on découvre tous de nouvelles technologies, de nouvelles manières de communiquer, et Mercy Ships propose des formations en Guinée, mais aussi dans d'autres pays avec la vidéo, à des partenaires avec qui nous avons travaillé dans le passé, notamment justement de cliniques rénovées. Donc, le tout ensemble vient soutenir le système de santé local, et même après le départ du navire, on peut continuer de permettre à ces personnes de s'améliorer, de se former encore davantage, ce que je trouve c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Nous avons une autre question. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser, s'il vous plaît. Ça peut être sur la mission avant l'arrivée du navire, ça peut être sur la présence, bien sûr, dans le pays. Une question que nous avons encore, c'est quelle est la durée minimale en tant que bénévole pour un séjour à bord? Donc, on a dit que le est pendant 10 mois dans un pays. Est-ce qu'il faut s'engager pour 10 mois? Alors non, pour assurer certains, non, il ne faut pas s'engager 10 mois. Ça va tout dépendre du domaine. Chaque poste a une durée minimale. Ce qu'il y a de plus court, c'est quelques jours pour ceux qui donnent des formations, mais on va directement passer à 2 semaines. On parle de certains postes, par exemple des chirurgiens ou tout ce qui est dentaire. Et après, on augmente assez rapidement à 3 mois, 6 mois, 12 mois, etc. Si c'est un poste à responsabilité, on va préférer du long terme, évidemment, parce que c'est une formation. Voilà, il y a tout le côté formation, voilà, pour une personne sur le long terme. Et surtout, ce sont aussi des postes pour lesquels vous pouvez venir servir avec votre famille quand c'est du long terme. Et on souhaite aussi pas que les enfants soient déscolarisés dans leur pays pour seulement quelques mois. Donc, je dirais qu'il y a un peu de durée pour tout le monde, ça va pas mal dépendre du poste pour lequel vous vous engagez. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être on pourrait parler un peu de la sélection des patients? Comment est-ce qu'on trouve les patients
On parlait de toute la mission préparatoire, comment on est en contact avec les autorités, qu'elles soient d'ailleurs gouvernementales ou religieuses, ou régionales ou autres. Mais comment on s'y prend pour trouver les patients à travers le pays et voilà, leur dire qu'il y a un Mercy Ships qui est là et qui peut les aider? C'est une excellente question et ça c'est justement l'importance d'être dans le pays déjà 2 ans avant, 1 an avant, quelques mois avant par plusieurs missions. Vraiment, donc comme tu l'as dit René, un des biais c'est par le gouvernement qui va passer des annonces, etc. On va passer aussi à la radio de diverses manières. Comme je l'avais dit aussi, pourquoi par des autorités religieuses ou peut-être plus locales, c'est justement pour avoir des gens qui sont influents dans une région du pays, qui peut-être à l'intérieur des terres, loin de la capitale, loin des villes portuaires, où ils vont pouvoir parler aux locaux, parler aux populations, et peut-être eux-mêmes là-bas connaissent des patients qui se cachent depuis 15 ans, depuis 10 ans, parce qu'ils ont une tumeur, parce qu'ils n'osent pas. Et c'est vraiment passer la nouvelle déjà longtemps à l'avance. Ce qui va se passer ensuite, c'est que on va donner des dates par région, et chaque région saura à quelle date les patients peuvent aller dans leur propre région sans devoir faire tout le voyage jusqu'à la ville portuaire pour se faire examiner. Et là, au moment où ils auront une première consultation, je vais leur dire est-ce que c'est quelque chose que Mercy Ship soigne, est-ce que c'est quelque chose que Mercy Ship ne peut malheureusement pas offrir. Par contre, si on peut les orienter vers un service, on va le faire. Par exemple, un hôpital local ou une autre organisation. Si effectivement, avec les partenariats concrets, si on peut créer des connexions, on veut le faire. Et ensuite, une fois qu'il y a eu cette première sélection, ces gens vont recevoir une date, vont être appelés pour cette date, et on va organiser un transport depuis leur région jusqu'à la ville portuaire où se trouve le navire, et rejoindront ensuite le Hope Center avant d'aller à bord. Merci beaucoup. Nous avons, alors ce n'est pas une question, mais cette soirée elle est organisée par Mercy Ship Suisse, mais on a des personnes qui nous suivent du monde entier, et puis on a la joie ce soir, alors je la salue particulièrement d'avoir Aminata qui nous regarde et nous dit qu'elle a été une patiente au Sénégal de Mercy Ship, qu'elle a bénéficié de soins. Donc bonjour Aminata, on espère que cette soirée est intéressante pour vous. C'est un honneur pour nous de vous avoir avec nous ce soir. Ça fait vraiment plaisir. Particulièrement parce que c'est une patiente du Sénégal que je suis très amie avec. et c'est une patiente qui a été nationale au Sénégal et qui a vraiment apprécié son temps à bord. Une belle personne. Ouais. Les missions sur le terrain créent des amitiés qui durent bien plus longtemps que le temps qu'on passe sur place, hein, je crois. Oui, que ce soit avec les patients ou les crews, ou alors, déjà, voilà, les personnes du pays, mais aussi les autres bénévoles. Personnellement, j'ai rencontré des gens juste incroyables à bord du navire, du monde entier, de différents backgrounds, que ce soit voilà, des chirurgiens, mais aussi un avocat qui décide de prendre 2-3 mois et venir travailler à la cuisine pour avoir moins de responsabilités. C'est juste magnifique les discussions qu'on peut avoir et de voir les différentes motivations des gens pour venir à bord. Merci. Une question de Marie qui nous demande quels sont les résultats sur le long terme des formations que nous proposons pour les professionnels de la santé. Continuons d'offrir aujourd'hui des formations à distance, par exemple pour la clinique dentaire en Guinée, mais pour d'autres endroits aussi. Donc, le navire a quitté le Sénégal, mais nous avons offert des formations pour les partenaires locaux, ceux avec qui nous avions travaillé dans le pays, les professionnels de la santé. Nous avons des formations sur l'accompagnement et la manière de gérer quand on a dans un hôpital des patients qui sont atteints du coronavirus. Et bien sûr, pour les professionnels, ça engendre tout un stress, tout un ensemble de questions. Donc on a une formation peut-être moins technique, mais plus sur la manière de le gérer d'un point de vue psychologique. Voilà. Mais la question donc est, quels sont les impacts sur la durée? Est-ce qu'on mesure ces impacts? Jonathan
on a des études à le départ du navire, de l'impact de la mission. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Voilà, tout à fait. Ce que je dirais, c'est que, avant tout, c'est un travail qui est toujours en amélioration. On va toujours, chaque année, chaque nouveau service, essayer de faire mieux que l'année d'avant. Et pour ça, en fait, ce qui se passe, c'est que 2 ans après le départ du navire, on va retourner dans le pays, on va aller rencontrer des gens qui ont été formés. Donc, j'ai eu la chance de faire partie d'une de ces équipes au Bénin. On va rencontrer une bonne partie des gens qui ont été formés, leur demander comment ça se passe depuis qu'on est parti, quel est le suivi, quel type de différence Mercyship est venu apporter pour eux dans cette formation continue, fait durable, pas juste dans les semaines qui suivent quand il y a encore l'euphorie du moment, mais vraiment dans le concret, déjà 2 ans après. Et on collecte ces données pour ensuite pouvoir améliorer au mieux nos services d'après pour les missions qui suivent. Maintenant, spécifiquement pour cette question, j'ai souvent été touché des réponses, en fait. Une des réponses de plusieurs médecins, même locaux, que j'ai entendues, c'était par exemple qu'ils avaient appris des choses techniques, peut-être dans l'anesthésie, etc., mais que pour eux, ce qui les avait touchés avec Mercyship, c'était l'amour du patient. C'était la manière dont les patients étaient traités, étaient aimés. Et beaucoup ont ressorti ça comme que Mercyship nous a donné, et on a changé notre manière d'aborder nos patients dans le service. Et ça faisait chaud au cœur d'entendre ça. Au-delà de quelque chose de technique, il y avait quelque chose de durable au niveau de la traite du patient. Une histoire qui me revient quant à l'impact aussi durable, alors c'est peut-être moins dans la manière de mesurer ou comme ça, mais on peut voir des résultats sur le long terme. La mission que nous avons commencée en 2018 en Guinée n'était pas la première mission en Guinée. Et quand on a commencé à chercher des patients, à organiser des journées de sélection de patients, comme tu nous le disais tout à l'heure, on a très vite réalisé qu'il y avait très très peu de patients enfants qui avaient une fente labiale. Donc, c'est la lèvre, voire le palais entier qui sont fendus. Et en général, on sait, par exemple, on avait des estimations combien de patients on pouvait attendre lors d'une journée de sélection de patients. Et en fait, après quelques jours de sélection, on a réalisé qu'on est très très loin des estimations. Et on a essayé de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que peut-être on a mal communiqué quand on opérait ce genre de pathologie chez les enfants, chez les nouveau-nés ou les tout-petits? Est-ce que l'information était mal passée ou qu'est-ce qu'il y avait? Et on a réalisé qu'en fait, la mission précédente que nous avions eue en Guinée, nous avions formé plusieurs chirurgiens, mais en particulier 2 chirurgiens qui avaient à leur tour effectué un grand nombre d'opérations. Ils avaient continué à faire ce travail sur place. Et en fait, du coup, Mercyship n'avait plus besoin de faire le travail dans la même ampleur que ce que nous avions imaginé. Donc on a dû soigner beaucoup moins de patients. Et je trouve que c'est vraiment encourageant. Moi, j'aime à dire que Mercyship aura réussi sa mission dans un pays le jour où on n'a plus besoin d'y retourner. Et vraiment dans ce sens, on peut aussi ajouter qu'on ne forme pas seulement des personnes, mais qu'on va former des formateurs. Dans chaque classe, on va essayer de former une partie des gens qui recevront ce cours, qui vont pouvoir eux-mêmes le donner plus tard. Et déjà pendant la mission, c'est eux-mêmes qui vont former leurs collègues pour qu'on puisse suivre, leur donner des conseils, etc. Et une fois que le navire part, ils vont continuer à donner des cours et former des formateurs. Merci. On va prendre une dernière question. Alors, je ne sais pas, je ne le vois pas s'il y en a d'autres qui ont été posées entre-temps, mais une dernière question qui nous vient d'Inès. Vous savez peut-être que Mercyship est une organisation qui est basée sur des valeurs chrétiennes. Et Inès nous demande, est-ce que l'évangile est prêché à bord? Est-ce que, en fait, Mercyship cherche à évangéliser ses patients? Alors, c'est vrai que Mercyship, c'est une organisation qui a des valeurs chrétiennes et qu'un bon nombre de bénévoles à bord sont des chrétiens, mais du monde entier et de nombreux types d'églises, de nombreuses dénominations. Et c'est important pour nous de rappeler que notre mission en tant qu'organisation humanitaire, en tant qu'organisation qui fait de la chirurgie, c'est d'apporter des soins chirurgicaux avant tout.
On n'est pas une organisation qui a pour but de répandre l'évangile ou de répandre la bonne nouvelle, même si elle est importante pour nous et qu'elle est le fondement de nos valeurs, mais on ne veut pas, j'aime à dire, on ne veut pas avoir le scalpel dans une Bible dans l'autre, parce que finalement, voilà, les deux peuvent ne pas vraiment être efficaces. Donc, Mercy Shift, c'est une organisation qui apporte avant tout des soins chirurgicaux et bien sûr de la formation médicale, mais nous ne cachons pas nos valeurs. Par exemple, si des patients ou des personnes avec qui nous travaillons dans le pays posent des questions par rapport à nos valeurs, à notre identité, eh bien, nous allons en parler. Mais nous ne voulons pas mettre le pied dans la porte avec la chirurgie et ensuite venir avec l'évangile. J'espère que ça répond à la question. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. J'ajouterais peut-être sur tu parlais de la sélection des patients, que voilà, une valeur chrétienne n'est en tout cas pas un critère Exactement. de sélection pour nos patients. Et Absolument. c'est vraiment pas une crainte qu'on veut. C'est très important pour nous qu'ils le sachent, pour pas qu'ils aient peur de venir se faire soigner alors pour cette raison. Ouais. Ce n'est ni un critère, ni une condition d'ailleurs pour être patient, pour bénéficier de nos services, toujours gratuitement. Je peux encore dire aussi qu'une partie de notre équipage, de nos bénévoles, sont des chrétiens, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, tout le monde est aussi le bienvenu de servir à bord du navire. Donc voilà, il n'y a pas de condition non plus à ce niveau-là. Et je crois même qu'on peut dire qu'on a au Sénégal des crews dont tu parlais, Oui. beaucoup de Grande musulmans majorité. parmi eux, donc c'est vraiment un travail de collaboration, comme on le disait un peu plus tôt, hein, qu'on va rencontrer diverses communautés religieuses, chacun comprenne qu'on veut travailler ensemble pour apporter des soins et que tout le monde est bienvenu à participer à l'effort. Tout à fait. Voilà, j'espère qu'on a pu répondre un peu à vos questions. Je vous remercie pour votre participation, je vous remercie pour l'intérêt que vous avez démontré aussi au travers de toutes ces questions. Je suis sûr qu'il y en a encore d'autres, peut-être que vous n'avez pas eu le temps ou pas osé demander. Je vous rappelle qu'on se réjouit de vous accueillir pour notre journée de porte ouverte ici à Lausanne le 12 septembre prochain. Si vous avez suivi cette soirée, vous recevrez aussi en temps voulu des informations sur cette journée, l'horaire et le programme. Sachez déjà qu'il y aura des témoignages de bénévoles, qu'il y aura des présentations un peu plus, on va dire, organisationnelles sur la manière dont nous missions sur le terrain, mais aussi des activités pour les familles, des activités ludiques, tout ça dans le respect des normes qui seront en place à ce moment-là fédéral. Donc on verra encore un peu comment on s'adapte, mais en tout cas on aura cette opportunité de vous accueillir. La maison dans laquelle se trouvent les bureaux de Mercy Shift sur les Hauts de Lausanne est d'un bel écrin de verdure, donc on aura vraiment l'occasion de profiter des espaces extérieurs aussi. Nous vous laissons avec une petite vidéo. Merci Caroline, merci Jonathan. Et voilà, selon l'intérêt peut-être, nous organiserons d'autres webinaires de ce type-là dans les mois à venir. Merci et bonne soirée.